Bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission. La pandémie a mis un peu en veilleuse un autre sujet, le terrorisme et sa présence ici, en Suisse romande. On a passé trop vite sur le procès d'un Vaudois à Paris en janvier de cette année, condamné à 15 ans de prison pour soupçon de préparation à des actes terroristes en Suisse et en France. Alors nous avons décidé de revenir ce soir sur ce procès, parce que pour la première fois, grâce aux milliers de pages de l'instruction que nous nous sommes procurées, aux expertises psychiatriques, aux interrogatoires de police, eh bien, il est possible de comprendre de manière détaillée comment Goran, c'est son nom d'emprunt, s'est radicalisé. Il n'est pas le seul. Ce jeune homme d'Yverdon, marié et père d'un enfant, a entraîné dans son délire un autre soldat perdu du djihadisme, Omer, qui lui est passé à l'acte. Cet Omer, rappelez-vous, qui a assassiné froidement avec un couteau de cuisine en automne dernier, Joao, à la gare de Morges, devant sa copine et ses amis. Alors ces fous d'Allah sont-ils fous tout court, comme l'évoque Sophia Pekmez, notre journaliste, qui a mené cette enquête avec Yannick Tenay? Pas du tout, vous allez le voir. La soi-disant maladie psychique est une explication trop simple qui évite de poser les questions qui dérangent, dans un pays, la Suisse, où le thème du terrorisme est encore tabou. Car comment et pourquoi des jeunes qui ont grandi ici en arrivent-ils à devenir nos terroristes, comme le dit un de nos experts? C'est à ces questions que répond ce reportage, pour lequel nous avons abondamment recouru à la technique de l'évocation, inspirée de la fiction, tant les images sont évidemment rares. Regardez. Morges, 12 septembre 2020. Parce qu'il veut venger le prophète, un homme attaque au couteau le client d'un kebab. La victime meurt sur place. Quelques semaines plus tard, à Lugano, une femme armée d'un couteau blesse 2 clientes dans un grand magasin. Elle était fichée pour radicalisation. Le 8 janvier dernier, un Vaudois converti à l'islam et surnommé l'Émir est lourdement condamné pour association de malfaiteurs en lien avec le terrorisme. En très peu de temps, la Suisse est éclaboussée par une réalité qu'elle n'aime pas évoquer, le terrorisme islamiste. Bonsoir et bienvenue dans ce 19-30. Notre enquête révèle les liens qui unissaient le milieu djihadiste. De témoins, l'agresseur présumé ne connaissait pas sa victime. Que vous a-t-il manqué pour passer à l'acte? L'homme répond « Je ne suis pas fou ». décide de le libérer. Comme pour se rassurer, une question s'insinue alors dans le débat. Et si le tueur de Morges, l'assaillante de Lugano ou l'émir vaudois n'étaient en fait que des malades mentaux? Fous d'Allah ou fous tout court? Nous allons essayer de répondre à cette question en nous glissant dans la tête de ces jeunes radicalisés suisses, prêts à tuer. Les scènes reconstituées sont basées sur des témoignages et des documents auxquels nous avons eu accès. En ce mois de septembre 2020, Omer est à la charge des services sociaux et habite à l'hôtel à Morges. Il est installé depuis 10 jours environ. L'homme ne fait pas parler de lui, on le dit gentil et plutôt timide. Il a la double nationalité, suisse et turque. À 26 ans, Omer est toxicomane et a rompu avec sa famille. Pas de travail. Pas vraiment d'amis. Omer est en errance depuis quelques années déjà. Rien dans son apparence ou dans son comportement ne permet de penser que cet homme est un islamiste radical et que cette nuit, il va tuer. À quelques pas de son hôtel, une bande de copains s'installe sur la terrasse d'un kebab. Il est 21h. Joao Azevedo et sa compagne Johanna font partie de ce groupe. Tous sont d'origine portugaise. Tous sont des habitués du lieu. Omer les observe de loin. À cet instant, Joao ne sait pas encore qu'il va mourir. Joao a 29 ans, il aime le foot, les voitures, la famille. Son frère cadet et ses parents sont restés au pays. Lui est arrivé en Suisse 1 an et demi plus tôt. Il y est accueilli par de nombreux amis et son cousin.
Joao, c'était vraiment le clown du groupe. C'est lui qui était toujours content. Il aimait être toujours en groupe. C'était vraiment quelqu'un de bien. Je trouve pas un défaut. Il y avait personne qui l'aimait pas. Même dans la propre famille, c'était le cousin que tout le monde aimait. Lui, il cherchait jamais des embrouilles. C'était le seul au groupe où j'ai jamais vu dans des problèmes, dans des boîtes de nuit, dans la rue. Son premier job, c'est ici. Le premier à l'embaucher, c'est lui. Joao, c'était quelqu'un de volontaire, toujours souriant, aimable avec les collaborateurs. C'était un collaborateur un peu hors pair. Puis après, il est parti chez Taxi Meuble, où je sais qu'il se plaisait bien. Après avoir vécu en colocation avec des compatriotes dans cet immeuble de Saint-Pré, il a trouvé quelques semaines plus tôt, au même endroit, son propre appartement. Il a une compagne, sa voiture, des amis. Tout va si bien, Joao n'envisage plus de retourner vivre au Portugal. On a pris 30. Soudain, Homer s'élance sur la terrasse. Il enfonce une lame de 25 cm à la hauteur des reins de Joao. C'est la stupeur. La fiancée tente en vain d'arrêter l'hémorragie avec son manteau. Tout s'est passé en quelques secondes. Ce 12 septembre 2020, Joao Azevedo devient la première victime sur le territoire suisse, tuée au nom d'Allah. Le meurtre a été filmé par une caméra de surveillance. Les enquêteurs qui visionneront la vidéo seront frappés par le professionnalisme du geste meurtrier. Omar est arrêté le lendemain à Renan. Dans ses poches, un Coran et son couteau. Il explique avoir agi pour venger le prophète et se venger de l'État suisse. La mort qui frappe n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, suscite l'effroi et l'incompréhension. On se souvient du camion fou à Nice en 2016, à Barcelone en 2017, ou les attaques au couteau à Londres l'année dernière. Des tueries à l'aveugle, au hasard, comme ce qui s'est passé à Morges. Comment comprendre ? Il faut une violence, une colère intérieure qui est tellement, ou une angoisse, une peur intérieure, qui est tellement insupportable qu'il faut la projeter sur quelqu'un d'autre qui devient l'ennemi, qui devient le coupable, qui devient le responsable et qui devient la cause de tous vos maux. Serge Fez est un psychiatre de renom. Depuis plusieurs années, il suit de jeunes radicalisés à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'autre en face de vous n'est plus humain, n'est plus une personne à part entière, et que donc est un pur ennemi, d'une certaine façon, presque une pure abstraction, j'ai envie de vous dire, et que donc cette personne peut être détruite sans que ça touche à la question de l'humanité, parce qu'il n'est plus humain. C'est ça qui permet le passage à l'acte. Réduire l'autre à presque rien est la première étape. Mais où puiser la force de frapper ? C'est vraiment un dédoublement, un passage à l'acte. C'est-à-dire que la personnalité se dédouble. Vous n'êtes plus tout à fait vous-même. On n'a plus les repères qu'on peut avoir habituellement. Mais perdre ses repères signifie-t-il être fou ? On a une grande facilité, une grande tentation de vouloir qualifier les dits terroristes de fous. Parce que quand vous êtes face à quelqu'un de fou, vous savez comment gérer le problème. Vous savez comment gérer, vous savez quels médicaments il faut donner, vous savez quelle piqûre il faut faire, vous savez où placer des gens qui sont fous pour qu'ils ne nuisent pas à la société. Un terroriste, on ne sait pas. On n'a pas de prise dessus.
On n'a pas la bonne piqûre pour gérer un terroriste. C'est beaucoup plus diffus. Si on reprend l'exemple de l'assaillante de Lugano, en novembre, on a une femme qui rentre dans un centre commercial, qui a un passif qui est même assez caractéristique dans les sphères djihadistes. On sait qu'il y a eu une tentative de départ pour la Syrie, qu'on a été arrêté en Turquie, qu'il y a eu un renvoi en Suisse. Mais on va s'arrêter au fait qu'à son retour en Suisse, elle a été saisie, elle a fait un passage dans un hôpital psychiatrique. Du fait qu'elle a fait un passage dans un hôpital psychiatrique, ça va absolument décrédibiliser toute la portée du fait que dans le centre commercial, au moment où elle poignarde en fait les autres femmes, elle dit « Je suis de l'État islamique ». Peut-être qu'il y a un grain. Peut-être qu'il y a quelque chose, qu'il y a des fêlures, il y a certainement, il y en a, c'est une évidence. Mais prétendre que folie absout tout, pour moi, ce serait une erreur, je dirais quasiment fatale. Imaginez que vous ayez un personnage qui bascule avec cette espèce de fêlure qui, à un moment donné, fait qu'il explose en vol et qu'il va commettre un acte répréhensible. Quelque part, c'est non seulement un acte individuel, mais c'est aussi quelque chose qui est déconnecté de la raison. Imaginez que ces gens puissent agir de manière rationnelle, raisonnée, c'est susceptible de déclencher un autre type de réaction et des peurs encore plus grandes. Et je pense que dans le cas d'Omer, comme dans le cas de Jennifer pour le dessin, il va falloir aller chercher plus loin. On ne peut pas se contenter de simplement dire non, mais un petit peu zinzin, passons à autre chose. Omer est-il un peu zinzin? En tout cas, son comportement pose question depuis très longtemps. Retour au mois d'avril 2019, plus d'1 an avant le meurtre de Joao. Omer s'ennuie. Semaine après semaine, jour après jour, il se pose devant cette station-service de Prilly avec sa boisson. Et il la regarde, sans bouger. Jusqu'au jour où il passe à l'acte, Omer s'improvise pyromane. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, qui nous ont parlé. Ils ont dit qu'ils ont même un peu pitié pour lui parce que comment il voulait mettre le feu, c'était vraiment trop rigolo. Myriam Reinhardt est journaliste à la télévision suisse alémanique. Elle a longuement enquêté sur Omer et son parcours. Il a essayé de mettre avec un papier, après il a lancé, après le nouveau parti, il a réessayé et tout. Et tout ça, on voit sur la vidéo de surveillance. Et ça montre peut-être aussi un peu le profil. Grâce aux images, Omer est rapidement interpellé et mis en détention provisoire. Au début, les enquêteurs vaudois pensent au geste d'un marginal, tout simplement. Mais ils découvrent qu'Omer est connu du service de renseignement de la Confédération. L'homme consomme et diffuse de la propagande djihadiste et il a également essayé de partir en Syrie. Il est arrêté in extremis à la frontière turque. Pour les experts, ce signe ne trompe pas. Si on regarde un peu les profils des assaillants-assaillantes qu'on a eus au cours de ces derniers mois, notamment sur le contexte français et suisse, on remarque quand même qu'on a beaucoup de personnes qui ont été des velléitaires frustrés, c'est-à-dire des personnes qui nourrissaient le projet de rejoindre la zone irako-syrienne, voilà, comme une terre promise en fait. Les personnes qui ont été frustrées dans ce projet-là ont envie de marquer une forme d'appartenance, ou du moins de loyauté, à une idéologie qu'ils ont défendue et avec laquelle il n'y a pas eu de possibilité de redescendre d'un cran. C'est-à-dire que vous n'avez pas vécu de désillusion. Votre mythe reste absolument intact, et puis votre loyauté envers l'organisation aussi. Vous avez envie de faire un truc. Omer reste plus d'1 an en détention. Omer, il a quand même eu une expertise psychiatrique qui ne dit pas qu'il est fou. On voyait quand même que c'était quelqu'un qui avait des troubles aussi un peu, des problèmes. Et après, il fumait des joints et avec l'alcool et tout. Et c'est quand même une personne où, on va dire, c'est pas comme toutes les personnes.
peine 2 mois après sa sortie, il tue Joao au nom d'Allah. Est-on vraiment sûr qu'il n'est pas un malade mental ? Moi, je suis psychiatre. Ça ne veut pas dire que je pense que l'engagement au djihad est une maladie psychiatrique. Je dis les choses très clairement par rapport à ça. L'engagement au djihad a quelque chose de sacré. Et ça peut séduire des adolescents mal dans leur peau, qui se sentent mal par rapport à leur corps, par rapport à leur sexualité, par rapport à leur relation sociale, qui se sentent un petit peu différents des autres. Il y a dans la façon dont leur est présenté l'engagement islamique, parce qu'on ne leur présente pas d'emblée le fait qu'on va tuer les gens, qu'on va les égorger, qu'on va appliquer la charia, etc. On leur présente une version un petit peu édulcorée, et qui fait que les garçons qui se sentent un petit peu comme ça, de vouloir sauver les enfants massacrés par Bachar el-Assad, des choses comme ça, eh bien, ça leur donne envie de s'engager. À Morges, personne n'oublie la mort de Joao. Le patron du kebab et les 2 concierges de l'immeuble qui l'abrite, tous présents sur les lieux le soir du 12 septembre 2020, nous confient leur sommeil perturbé, les images d'horreur qui ne s'effacent pas et leur incompréhension. Ils préfèrent ne pas s'exprimer devant notre caméra. C'est, disent-ils, un conseil de la police fédérale. L'enquête sur l'attaque de Morges n'est pas encore terminée, ce qui peut aussi expliquer la pression des enquêteurs fédéraux. Mais ce qui est désormais avéré, c'est qu'Omer n'est pas un fou. Omer est un homme fragile qui a cherché à calmer ses tourments dans un fanatisme islamiste. Cette démarche, selon les spécialistes, s'apparente à une démarche sectaire. La radicalisation, c'est un lavage de cerveau. Il y a un endoctrinement idéologique et un endoctrinement relationnel, comme dans toutes les sectes. Endoctrinement relationnel, ça veut dire qu'on va vous extraire de votre milieu de vie, vos copains, votre école, le sport, la musique, la famille. Petit à petit, on va vous faire apparaître toutes ces relations comme étant des mauvaises relations. On les sort de leur milieu relationnel et on les fait rentrer dans un autre milieu relationnel qui est celui des frères et des sœurs. Les frères et les sœurs de combat. Et c'est avec je dirais que cette modification de l'environnement que commence l'endoctrinement à proprement parler, qui est l'endoctrinement idéologique. Première chose, c'est les théories du complot, c'est le fait de leur faire peur, de créer même une terreur par rapport à l'état du monde, et pour que petit à petit, on les amène à une espèce de déshumanisation, c'est-à-dire tous les autres ne sont pas vraiment des humains parce qu'ils participent d'un processus corrompu. Et moi-même, ce qui me constitue comme être humain, c'est cette confrérie nouvelle de personnes éclairées avec qui je vais refonder le monde. La radicalisation. C'est un peu son procès qui s'est tenu début janvier de cette année à Paris. Son principal accusé est un Suisse qui a grandi ici, à Yverdon. Lui est considéré comme un rigolo, terriblement fanfaron. Bien sûr, il est aussi un peu perdu, vit de l'aide sociale, mais pendant longtemps, personne n'a vu en lui une menace. Celui que nous appellerons Goran aurait-il pu passer à l'acte? En tout cas, il ne l'a pas fait, et c'est la particularité de ce procès. L'accusé principal, âgé de 31 ans, dirigeait un groupe de Français via des messageries cryptées en vue de commettre des attentats en France et en Suisse. Nous avons eu accès au dossier d'instruction. Il insiste sur l'omniprésence du projet d'action violente dans tous les pans de sa vie. L'obsession de ce dernier pour l'assassinat de mécréants était prégnante. Goran a été arrêté en France et a comparu devant la cour d'assises spéciale de Paris. Elle a condamné ce Vaudois d'origine bosniaque à 15 ans de prison pour association de malfaiteurs en lien avec le terrorisme. C'est une des peines les plus lourdes infligées en Europe à un individu radicalisé. Aucun attentat n'a été commis, mais le dossier est très lourd. Lorsqu'elle en prend connaissance, son avocate s'inquiète. Sur ce dossier-là,
Je me suis mise à avoir peur de mon client. Et je me suis mise à flipper, à me dire qu'il allait me sauter à la gorge, quoi. Qu'il n'avait plus rien à perdre, etc. Et je me suis dit qu'une avocate ne pouvait pas avoir peur comme ça. Et donc, je suis rentrée chez moi. J'ai fumé clope sur clope. Et je me suis interrogée sur quelle est cette peur, de quelle matière elle est faite. Et j'ai essayé justement de mettre à distance, parce que cette personne, il fallait bien que je me lève pour elle et que je la défende. À l'ouverture du procès, dans l'assistance, en plus des journalistes, il y a des experts en terrorisme et des spécialistes du djihadisme suisse et français. Lorsqu'il apparaît entouré des co-inculpés, Goran désarçonne ses observateurs. En fait, c'était très intéressant parce que tout de suite, quand on entrait, on savait « Ah, ça, c'est lui ». Parce que on voyait, c'est vraiment aussi, s'il ne parlait pas, là, c'était vraiment un peu comme le chef, déjà sa posture et tout. Voilà, on voyait, OK, c'était lui. Et après, c'était le seul qui avait mis une belle chemise, qui s'était coiffé et tout, comme ça, ouais. Mais après Goran le frimeur, la salle découvre Goran le loser. Disons que moi, ce qui m'a frappé dans le procès, c'est qu'on est face à quelqu'un qui se dénigre énormément. On est face à quelqu'un qui va se décrire comme quelqu'un de lâche, comme quelqu'un de peureux, comme étant un guignol qui, à la réponse à certaines questions du président, va pas en manquer une, en fait, pour se dénigrer et puis avoir des propos très durs envers lui-même. Une des seules choses, je pense, parfaitement justes qu'il a pu dire, en tout cas à laquelle j'ai cru, c'est quand il explique son entrée dans ce monde du djihadisme par une sorte de fascination pour la violence. Le paradoxe, c'est qu'on parle de lui comme un mentor, comme un émir, et lorsqu'on le voit effectivement pour la première fois au tribunal, il est juvénile, il n'a pas du tout la carrure en réalité d'un émir tel qu'on l'entend, tel qu'on l'imagine en tout cas. Et c'est vrai que de prime abord, c'est assez déroutant. De penser que cet individu a pu être à l'origine de projets d'attentats. Donc c'est un peu déconcertant, si vous voulez. Un élément inédit évoqué au moment du procès va donner un autre éclairage à la personnalité de l'Yverdonnois. En fait, Goran compte dans ses relations un certain Omer. Les deux hommes se rencontrent dans un parc, mais ils sont en contact depuis quelque temps déjà sur les réseaux sociaux. Omer semble vouer une certaine admiration à Goran, qu'il appelle Émir, dans de nombreux échanges. C'est Omer qui va initier Goran à l'utilisation de la messagerie Telegram. Goran parlera à Omer de ses projets d'attentat. Selon une écoute consignée dans le dossier, Goran va même jusqu'à citer Omer. Omer dit qu'il faut chlasser les koufars un par un. C'est un élément qui suscite l'incompréhension des Suisses qui sont présents, parce que, par exemple, ni le président du tribunal, ni l'avocat général ne soulignent le fait que Omer, lui, contrairement à l'émir, est passé à l'acte et a tué un individu à Morges, comme vous le savez. Donc on a notre ami Goran qui est là. Le fait que Goran et Omer se connaissent n'est pourtant pas anodin. Il y a deux foyers importants en Suisse. Le premier, c'est dans la région suisse alémanique, c'est clairement la région de Zurich-Winterthur. Là, il y a comme un foyer assez important. Et puis pour ce qui est de la Suisse romande, on va passer de Lausanne et on va venir jusqu'à Genève. Le milieu salafiste, rigoriste, avec son pendant après djihadiste, c'est un milieu qui est implanté dans l'arc lémanique depuis, au minimum depuis une quinzaine d'années. Ce sont des écosystèmes. Et ce sont des écosystèmes aussi parce que ce qui est très important, c'est que ces jeunes gens-là, ces salafistes, ces djihadistes-là, ce sont les nôtres. Ce ne sont pas des gens qu'on a récupérés parce qu'ils ont quitté la Tunisie à l'époque de Ben Ali pour demander l'asile en Suisse. Ce sont les nôtres, parce que ce ne sont pas des Libyens qui ont quitté à l'époque la Libye de Kadhafi et qui sont venus en Suisse comme réfugiés. Ces gens-là, ils ont fait leur classe chez nous. Ces gens-là, ils ont grandi chez nous. Et je vais aller plus loin, ces gens-là, si un jour ils veulent taper un pays, c'est le pays qui les a vu grandir qui le taperont. Frapper la Suisse, Goran assure à la barre qu'il ne l'aurait jamais fait. Je ne suis pas passé à l'acte, je ne suis pas fou. C'est vrai, Goran n'est pas fou. Il a subi 2 expertises lorsqu'il est arrêté 3 ans auparavant, comme le rappelle le dossier d'instruction. L'expertise psychiatrique
indiquait qu'il ne présentait pas de pathologie psychiatrique. L'expertise psychologique concluait que le sujet ne présentait pas d'altération de ses capacités cognitives. Pour Maître Simon, qui se profile dans la défense de jeunes radicalisés, impossible donc d'invoquer l'abolition de discernement. Il n'a même pas d'altération du discernement. Il n'est pas au sens psychiatrique du terme fou. Ensuite, il a des failles, il a des fragilités, il a des déséquilibres psychologiques qui vont l'amener à cette adhésion totale, totalisante, totalitaire, à l'idéologie islamique. Goran, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a fonctionné par forme d'addiction. En fait, sa maladie, c'est l'addiction. Son symptôme, c'est la radicalisation de l'État islamique. C'est très troublant, voire incompréhensible, de se dire que des personnes peuvent avoir une addiction sur des vidéos de décapitation. Les juges ne veulent pas entendre que ça puisse être une addiction, une attirance. C'est forcément le monstre, le mal absolu. Les propos de Goran sont cependant inquiétants et sans ambiguïté. En voici quelques-uns consignés dans le dossier d'instruction. Il proposait des cibles à attaquer, le parquet fédéral suisse ou encore un élu local. Il proposait de commencer par des opérations en douceur, en exécutant un fêtard alcoolique sortant de soirée avec un silencieux et sans crier Allahu Akbar, puis passer à des prises d'otages et des actions d'envergure. C'est d'abord à son initiative que sont créés ces groupes privés sur Telegram où les individus vont se réunir, échanger des idées, des projets d'attentats, très précisément. Il va, lui, avoir un rôle moteur parce qu'il va répartir les rôles. Et il est celui, surtout, qui donne l'imprimature, si vous voulez. Il est l'émir. Quand on cherche des armes, quand on désigne des cibles, quand on incite des personnes à passer à l'acte, ça s'appelle des actes préparatoires. On s'apprête à passer à l'acte. La Suisse compte environ 700 individus radicalisés. Beaucoup sont des convertis. Leurs trajectoires sont souvent chaotiques et jalonnées de blessures. Quelles sont les blessures de Goran? Et comment peuvent-elles expliquer son adhésion à l'islam le plus radical? Goran vit à Yverdon avec sa mère, son beau-père et son frère. Il est surtout très entouré de ses potes. On le retrouve ici, dans une archive de la RTS datant de 2007. Le journaliste évoque des problèmes de délinquance à la gare d'Yverdon. À Yverdon, ce qui est plutôt rare, c'est qu'on s'en prenne aux forces de l'ordre ici. Goran est un jeune sympa et hâbleur, mais paumé aussi. Il loupe son diplôme de peintre en carrosserie, reprend une formation au CFF, mais finalement n'y travaillera pas. En fait, Goran ne fait pas grand-chose. Il traîne avec ses copains et grappille quelques sous en faisant des petites combines pas toujours légales. À 15 ans, Goran se convertit à l'islam. Personne n'en connaît vraiment les raisons. Pour ses proches catholiques, c'est la stupeur. Sa mère se console en espérant que le changement de chapelle aidera son fils à trouver la bonne voie. Et puis il y a la musique. Goran a fait ce morceau et ce clip. Et rate pas ton coup, gratte pas les gens. Assister des temps modernes et voleurs par tous les temps. Grand, les petits boss, péta, puis ils bougent. Expérantos qui tend pas la main au feu rouge. Et y a les pistolets à eau et les gros Beretta. Comme y a les soirées ghetto et puis les soirées guetta. Tous la coupe. Le rap, c'est sa passion. Son pseudo, c'est Malakoff. Goran n'est pas un flanc. Il affiche une petite notoriété régionale. Il se raconte dans une sorte de biographie postée sur les réseaux sociaux et écrite à la troisième personne. Il n'a pas cru lui-même au début de ce qu'il allait devenir. Et côté famille, sa mère fait ce qu'elle peut, mais semble dépassée. Son père, Goran, ne le mentionne jamais. Il n'en parlera que des années plus tard, lors de son interrogatoire, au moment de son arrestation. Mon père est décédé en Bosnie. Je ne sais dans quelles circonstances. Je ne l'ai pas connu. Alors que je devais avoir 3 ans,
Ma mère a quitté la Bosnie avec mon autre frère pour se rendre en Suisse. C'était la guerre. Mon père est resté là-bas. À l'âge de 8 ans, j'ai appris que mon père y était mort. Le seul traumatisme que Goran il a, c'est vraiment le fait qu'ils se sont seuls. Ils se sont seuls et il dit qu'il a un manque d'amour. C'est souvent chez lui un peu le cas qui ne sait pas trop bien expliquer, où il explique qu'on ne comprend pas beaucoup. Mais pour lui, c'est clairement la perte de son père. Et après, le manque d'amour dans sa famille. Il dit que c'est quand même une famille assez pudique et tout. De ma place d'avocate, donc sans être psychologue, ce que je vois, c'est des crises identitaires et un problème, soit une absence, soit un conflit énorme avec le père à chaque fois. Et il ne s'agit pas de faire de la psychologie de comptoir, c'est dans tous les dossiers. Malgré ses difficultés de vie, Goran en veut. Alors quand il décide de cultiver son corps, c'est sans limite. Il s'inscrit dans un fitness. Ado filiforme, Goran s'entraîne sans relâche jusqu'à atteindre les 105 kilos de muscles. Goran souffre d'addiction, selon son avocate. Et c'est vrai que tout ce qu'il fait, c'est dans l'excès. Comme pour être le premier, le meilleur. Le rap, c'est à fond. La musculation, à fond aussi. Et l'islam radical, pourquoi s'y met-il de toute son âme ? Ça donne une autre stature, ça donne un autre destin. Ça donne une autre image de soi-même, d'être quelqu'un qui est engagé pour la vérité, la pureté et la justice et la justesse dans son existence, un jeune un peu tourmenté qui ne sait pas très bien d'où il vient, où il va, quel va être son parcours, à quelle vérité il va se conformer. Eh bien évidemment, ça rehausse l'image qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. 2013, année charnière. Goran est marié religieusement avec une Colombienne qui l'a poussé à devenir musulmane. Le couple a rapidement 2 enfants. En 2013, Goran a 23 ans. Il se radicalise cette année-là. L'apparence du père de famille change. Ses propos se durcissent. Ses rapports avec l'entourage, les voisins, se tendent. Et surtout, Internet occupe tout son temps. Tout ça ne serait jamais arrivé, si je peux dire, en tout cas à ce point, sans Internet. Les jeunes sont captés de plus en plus par l'écran, par la force des messages qui leur sont donnés sur Internet, par le groupe virtuel qui se crée sur Internet. Donc on voit la force virtuelle du lien et la force virtuelle de la persuasion et de la paranoïa que ça peut créer. Tous ceux qui ne partagent pas mon point de vue sont des ennemis. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie, vous allez sans doute séduit par des tas de choses, et puis il y a des choses qui vont vous déranger. Oui. Sur Internet, il n'y a pas ce qui dérange. Non, tout à fait. On peut ignorer sur Internet ce qui dérange, et puis on n'a plus tous ces signaux qui sont émis en présence de l'autre, les signaux du visage, de l'inflexion de la voix, de tous ces micro-signes qu'on apprend depuis qu'on est bébé, et qui font qu'on détecte chez l'autre le vrai, le faux, la confiance, l'absence de confiance. Tout ça est totalement gommé sur Internet et ça provoque donc des identifications qui peuvent être beaucoup plus massives. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le mélange du vrai et du faux, du juste et du pas juste. Il n'y a plus que soit le totalement vrai, soit le totalement faux. C'est avec moi ou contre moi pour cette nouvelle génération de radicalisés qui préfèrent Internet à la fréquentation de la mosquée. À l'instar de Goran et Omer, on l'a dit plus délinquante qu'idéologue. On est face à des individus qui sont de plus en plus jeunes, qui sont très peu, en réalité, endoctrinés, dans le sens où on n'observe pas chez eux un parcours idéologique très abouti, si vous voulez. Ce sont des individus qui n'ont qu'une vision très, très réductrice de la religion, et encore dévoyée, bien sûr, de la religion islamique. Mais ces individus sont coupables, in fine, de passage à l'acte, d'actes de terrorisme, si vous voulez. Goran est ainsi devenu plus intolérant
sauf avec lui-même. Peu regardant sur sa pratique religieuse, Goran fait des entorses au ramadan et ne fait pas ses 5 prières quotidiennes. En fait, il affiche une orthodoxie revisitée. Reprenant des propos de l'Yverdonnois, le dossier d'instruction souligne « Il n'était pas prêt à se couper des bienfaits de la démocratie qui offre tout de même de belles choses, telles que parler aux femmes, fumer, écouter de la musique, aller en boîte de nuit, le système suisse d'aide sociale. » Mais avec les autres, Goran se montre inflexible, violent aussi. Dans l'appartement familial, il frappe son fils aîné âgé de 3 ans et le maltraite psychologiquement en lui faisant voir notamment des vidéos d'exécution. Il y a eu un moment d'effroi, on va dire, dans la salle d'audience, du moins un froid monumental qui a été jeté quand, à la demande du président du tribunal, ont été projetées la photo de son fils aîné avec un bandeau du drapeau d'Al-Qaïda, et surtout, et là où on a vraiment senti que la salle ne respirait plus, quand on voit la photo de cette chambre d'enfant avec un berceau, et puis juste au-dessus le drapeau de l'État islamique. Et puis il y a les coups portés sur sa femme. En 2015, Laura dépose plainte pour violence conjugale, sans imaginer que c'est à cette occasion que la police va découvrir la radicalisation du couple. Consécutive à la plainte, la perquisition de l'appartement se révèle sans équivoque. Livres religieux fondamentalistes, drapeaux d'Al-Qaïda et de Daesh, un spray au poivre, une clé USB et bien plus encore, la police met la main sur la panoplie du parfait djihadiste. Des images à la gloire de l'État islamique sont retrouvées dans son téléphone portable, de même que des contacts avec des individus combattant en Syrie. Les violences conjugales conduisent Goran 5 mois en prison et la perquisition pousse les autorités fédérales à ouvrir une procédure pénale pour soutien à une organisation criminelle. Le Vaudois avoue alors aux enquêteurs son désir de partir avec sa famille en Syrie. Le dossier est lourd, Suisses et Français décident de collaborer. Téléphone, mais aussi appartement et véhicule, le couple est désormais sur écoute. Et les enquêteurs découvrent, médusés, que Laura est une femme moins soumise qu'il n'y paraît. Elle pourrait même être moteur dans la dérive et le fanatisme de son mari. Dans la bouche de Goran, sa femme est absolument centrale dans son processus de radicalisation parce que ça se mêle en fait finalement à une situation conjugale qui est extrêmement compliquée, comme si en fait l'idéologie venait soit réparer, soit finalement amplifier des problèmes conjugaux déjà existants. C'est fort probable que sa femme ait pu jouer un rôle de soutien, ou bien du moins d'encouragement dans des passages à l'acte, et puis pour potentiel, enfin en tout cas des projets qu'il avait, qu'elle n'ait en tout cas pas cherché à l'en dissuader, mais qu'elle pouvait aussi potentiellement éprouver une forme de fierté au fait que son mari devienne quelqu'un d'important dans les sphères djihadistes, qui marque, qui fasse quelque chose de significatif aussi dans une société suisse, peut-être dans laquelle elle se sentait pas tout à fait à l'aise ou même pas tout à fait reconnue. Il est dominé par sa femme, il a sans cesse ce sentiment sans cesse ce sentiment qu'elle va le quitter, que voilà, il est très faible en réalité, on a quelqu'un de fragile, et il fait tout pour la garder. Donc voilà, il a une personnalité assez dominée en réalité, ce qui le pousse sans doute à une telle violence. Pour exemple du fonctionnement du couple, cet événement qui se produit 2 semaines avant son arrestation. Nous sommes un soir d'octobre 2017. En famille, Goran est venu profaner le cimetière chrétien d'Yverdon. C'est sur l'initiative et l'insistance de sa femme que Goran se lance dans cette expédition. Il tague approximativement la sourate 98.6. Les infidèles, parmi les gens du livre, iront en enfer. Talion, Lausanne, vengeance.
Interpellé peu après, il justifie son geste par la profanation, quelque temps auparavant, du cimetière musulman de Lausanne. Devant les policiers, Goran supplie, pleure, affirme qu'il regrette, demande pardon. Il est relâché sans suite. De retour chez lui, comme par bravade, Goran dira à sa femme « J'aurais voulu trancher la tête des flics. » Je sais pas, ils m'ont posé plein de questions sur mes... On a bien l'impression que sans sa femme, Goran n'est pas grand-chose. Laura est décrite comme une jeune femme aimable, discrète et qui semble soumise. Mais pas de doute, elle affiche les mêmes convictions que son mari. Qui est-elle vraiment? Sur ces images, elle ne porte plus son niqab, mais elle souhaite garder l'anonymat. Nous sommes en 2017, juste après l'arrestation du couple vaudois. À peine un mois auparavant, ils profanaient le cimetière. La femme de Goran accorde une interview à la télévision alémanique. Lorsque les journalistes reviennent sur sa plainte pour violence conjugale, celle qui a tout déclenché, Laura se braque. Ça, je peux pas. Ça, j'ai pas envie. Mais c'est juste pour comprendre. C'est juste une question, vous voulez pas du tout? Non, ça, non, je peux pas parce que c'est du passé et il regrette tellement que je peux pas remettre une... Non. Okay. Ça, je peux pas. Okay. Moi, ça fait 4 ans quand je suis avec lui, on va dire qu'on est âme sœur. Ce qui fait qu'on se comprend, on est la même chose en fait. Alors pour nous, c'était normal. Normal, ce sont les projets d'attentat. Et c'est pendant 3 mois, on a été écoutés 24 heures sur 24. Et on a pu dire des choses, on a pu parler d'attentats. Dans les audios, tout est écrit avec l'ordinateur. Alors quand je lis, c'est écrit ça serait bien de faire un attentat dans le MAD, flinguer tout le monde, et c'est fini. Je veux dire, moi et lui, on rigole, vraiment comme une histoire, on rigole, et puis après ça s'arrête là. Ah oui, ça serait bien le train de le dérailler, il va tourner le train, etc. Et puis après, on n'en parle plus. Ouais. Laura ne semble pas se rendre compte des propos tenus dans son couple. Ou alors joue-t-elle la naïve. Pourtant, voici quelques phrases captées par les écoutes qui font froid dans le dos. Exploser un mécréant, exploser un Suisse, j'aimerais trop. J'ai envie d'exploser un train, un endroit de couffard, éjecté, blessé, tout ça, du sang par terre. J'ai envie de voir ça. qu'il faut prouver que ça marche. Si, regarde. Ah non, mais c'est Regarde ce qu'ils disent. Ceux qui se moquent de la religion méritent qu'on leur coupe la tête. Ils me considèrent moi. Ma mère, si je vis avec elle, ça peut arriver, je peux la tuer, cette couffard. Je vais y arriver. Bah, si, je m'inquiète. Si, je le ferai. Même des fois, comme ça, dans la vie, on dit oui, j'ai envie de la tuer par énervement ou par rapport à... Quand on est fâché, on dit un peu tout et n'importe quoi. Mais on l'a jamais vraiment pris au sérieux, puisque pour finir, on en parlait une fois, et puis après, on allait acheter une pizza, ou après, on disait qu'on allait partir en vacances. C'était jamais vraiment sérieux. Depuis cette interview, Laura vit séparée de ses enfants et a été expulsée dans son pays d'origine, la Colombie. On la voit sur ces images à son arrivée à l'aéroport de Bogota. Laura est retournée vivre dans son village natal, libre. D'après nos informations, elle refait sa vie loin de tout fanatisme religieux. Les 2 enfants sont restés en Suisse, chez la mère de Goran. Laura prend de leurs nouvelles très régulièrement. Ils sont à l'abri des coups, des injures et de possibles violences sexuelles. Oui, des soupçons de violences sexuelles sont présents dans le dossier d'instruction. Ces soupçons résultent d'écoutes captées dans la salle de bain lors d'échanges entre Goran et son fils aîné. Quand le juge évoque cet épisode, il y a un silence. Il y a un silence dans toute la salle et il y a aussi un silence envers Goran. On voit vraiment que ça le touche. Et lui, après, il explique que c'était pas comme ça et personne n'était là pour voir et tout ça. Les recherches montrent que les problématiques sexuelles sont souvent présentes dans les idéologies masculinistes, comme le djihadisme ou l'extrême droite. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup été confronté à ces questions de sexualité chez les jeunes. Chez les garçons, alors je ne vais pas en faire une règle générale, mais il y a quelque chose de la sexualité, parfois d'une violence liée à la sexualité ou des choses plus liées à l'homosexualité. Il y a quelque chose d'un petit peu compliqué chez eux, réprimé, quelque chose par rapport à quoi ils ont honte, ou des antécédents d'abus sexuels, par exemple, chez des garçons, ou des garçons qui eux-mêmes ont été abuseurs.
Enfin, il y a quelque chose que les recruteurs, j'ai vu, arrivent très facilement à repérer chez eux et à leur faire miroiter le fait qu'ils allaient pouvoir être débarrassés de cette honte, ils allaient pouvoir être purifiés. Tout ce qui se joue aujourd'hui dans les rapports entre les garçons et les filles, qui sont compliqués pour certains, autour de l'égalité, autour de quelque chose de beaucoup plus fluide dans les questions de genre, il y a des adolescents qui ont du mal par rapport à ça et qui vont aller vers quelque chose qui répartit le monde en deux. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les rôles masculins, les rôles féminins, les épouses au foyer, les garçons au combat. Enfin, il y a quelque chose qui les rassure dans cette vision-là. Les violences sexuelles exercées par Goran sur son fils restent au stade de soupçon. 2015, 2016, 2017, Goran s'emballe. Il s'enferme dans une radicalisation qu'il ne cherche même plus à cacher, à tel point qu'il est exclu de la mosquée d'Yverdon. En fait, Goran semble ne plus avoir de limites. Un soir, il s'introduit dans une réunion de prière qui se tient dans cette maison appartenant à l'armée du salut. Devant les participants médusés, il sort une feuille A4 et énumère les raisons de préférer Allah au Christ. Lors de son interrogatoire, quelques heures après son arrestation, il expliquera « Le christianisme n'est pas une religion. Jésus était juif et priait dans une synagogue. C'est une religion inventée par l'homme. » Pendant toute cette période, Goran a beaucoup déménagé. Après Yverdon, la famille a vécu dans cet immeuble, à Lausanne. Et ensuite, elle s'installe ici, à Saint-Aubin, dans le canton de Neuchâtel. Elle le fait discrètement, ce qui permet à Goran d'obtenir l'aide sociale de 2 cantons différents. Je fais pas long. Ok. À tout à l'heure. La course folle de Goran dans l'extrémisme religieux s'arrête en France, à la frontière de la Cluse-Mijoux. Les enquêteurs français procèdent à son arrestation le matin du 7 novembre 2017. Les membres de son groupe seront interpellés quelques heures plus tard. À quoi pense aujourd'hui l'émir vaudois entre les 4 murs de sa cellule? Les autorités pénitentiaires françaises semblent en tout cas se méfier du détenu, comme le prouve cette notice accompagnant son placement en détention. Risque de prosélytisme. La prison de Lille-à-Neulin, où est incarcéré Goran, dispose d'un centre de prise en charge de la radicalisation. Personne, pas même son avocate, ne peut entrer en contact avec lui, et notre demande d'interview n'a pas reçu réponse. Goran et Omer ne sont pas des malades mentaux, comme d'ailleurs la plupart des djihadistes. Leur discernement est intact, leur contact avec la réalité inaltéré. Mais leurs failles, leur instabilité expliquent pour une large part leur radicalisation et parfois le passage à l'acte. De l'avis de tous les observateurs, les jeunes fanatiques sont aujourd'hui davantage embrigadés qu'endoctrinés. Il s'agit donc de les sortir de l'enfumage idéologique et de leur dangerosité. Il faut les déradicaliser. Bon, maintenant, on parle de façon beaucoup plus politiquement correcte de désengagement et de désengagement de la violence, avant tout, en disant que justement, on ne peut pas changer la mentalité d'une personne, on ne peut pas changer les idées de la personne, mais par contre, on peut potentiellement lui dire que la violence, c'est pas OK, enfin, du moins qu'on va essayer de canaliser la violence dans quelque chose de légal, enfin, d'essayer de donner un caractère légal à un engagement radical. Le désengagement, ça se fait à tous les niveaux. C'est-à-dire, c'est reprendre à la base tout ce qui fait qu'on s'est engagé dans une voie, qu'est-ce qu'on a été y chercher sur le plan de sa trajectoire personnelle, de sa trajectoire psychique, de sa propre histoire, de ses propres valeurs, de ses propres engagements, et comment, à tous les niveaux, on peut essayer d'intervenir pour montrer qu'il y a quelque chose qui s'est un peu tordu. Et pour éviter que les choses se tordent, il va falloir approcher très jeunes les enfants et les former à la réception de ce genre de matériel. Parce qu'ils vont y être confrontés, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans le secret de leur chambre, devant leur ordinateur ou sur leur téléphone, ils vont avoir accès à ce genre de matériel. Je pense qu'il faut les rendre plus forts, il faut les rendre plus solides et plus à même de décrypter immédiatement, et à un âge de plus en plus jeune, de plus en plus précoce, ce type
de propagande, de discours. Ils doivent pouvoir se faire une opinion très rapidement de ce qu'ils ont devant les yeux. Pour moi, c'est une question d'éducation, et c'est là-dessus que je miserai avant toute chose. Éduquer, encore éduquer, sensibiliser, permettre, donner à nos enfants les outils qui leur permettront de déchiffrer ce genre de discours et, le cas échéant, de s'en éloigner. À Morges, beaucoup continuent de penser qu'il faut être complètement cinglé pour tuer comme ça, pour rien. Mais le cousin de Joao n'est pas de cet avis. Il a pu visionner les images du meurtre et n'a plus aucun doute sur l'état mental de Homer. C'est quelqu'un qui savait qu'est-ce qu'il allait faire. Son objectif, c'était de tuer quelqu'un, et malheureusement, c'était Joao. Je pense pas que c'est quelqu'un de... C'est pas un fou, mais son objectif, c'était vraiment de faire du mal à quelqu'un. Ils étaient 9 ce soir-là autour de Joao, à assister impuissants à sa mort. 5 sont depuis lors repartis au Portugal. Ils ne se sentent pas en sécurité, ils ont peur, et ils pensent que la meilleure chose qu'ils ont à faire, c'est partir. Même moi, qui n'étais pas présent, mais quand je sors dans la rue, je pense toujours à ça, je regarde toujours en arrière pour voir s'il y a quelqu'un. En Suisse, on n'est pas en sécurité. Si dans quelques mois, on aura quelque chose de pareil, je pense que je ferai mes valises, je partirai vraiment au Portugal. Rappelons encore que le 1er mars dernier, le Conseil des États a refusé une motion qui demandait à ce que les Suisses de retour du djihad, en Syrie ou en Irak par exemple, et qui auraient soutenu ou fait partie d'une organisation terroriste, soient placés en détention préventive à leur retour en Suisse. Les sénateurs ont estimé que cela allait contre l'état de droit et que la loi permettait déjà, dans des situations exceptionnelles, de recourir à la détention préventive. Belle soirée et belle semaine, prenez soin de vous et à bientôt.